Salut les esprits curieux, bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie et l'esprit d'un seul homme qui, avec une seule idée, a redéfini notre compréhension de la vie elle-même. Nous parlons bien sûr de Charles Robert Darwin, un homme dont l'œuvre continue de susciter autant d'émerveillement que de débats, plus d'un siècle et demi après sa publication. Mais quel est son véritable héritage? Pourquoi ce naturaliste anglais du 19e siècle est-il toujours si pertinent? Son héritage n'est pas seulement une théorie sur les singes et les pinsons. C'est une révolution conceptuelle qui a ébranlé les fondations de la biologie, de la religion, de la philosophie et de la politique. C'est l'histoire de la façon dont la science nous a forcés à repenser notre place dans l'univers. La question que Darwin a osé poser est peut-être la plus profonde de toutes. Pourquoi existe-t-il cette étonnante, presque infinie diversité d'êtres vivants? Pourquoi un colibri peut-il planer dans les airs et une baleine peut-elle naviguer les profondeurs? Et quelle place occupons-nous, nous les humains, dans cette vaste tapisserie biologique? Sa réponse a tout changé. Dans cet essai visuel, nous n'explorerons pas seulement sa célèbre théorie de l'évolution par sélection naturelle. Nous irons plus loin. Nous retracerons l'origine de l'idée, depuis son voyage épique à bord du Beagle jusqu'à la gestation silencieuse dans son bureau. Nous analyserons comment cette idée a redéfini la biologie et comment, pour le meilleur ou pour le pire, elle a dépassé le cadre de la science pour changer la pensée humaine. Avant de commencer, une petite précision. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Voyez-les comme une toile, une façon d'illustrer les idées et l'atmosphère de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais un accompagnement visuel pour laisser libre cours à votre imagination avec moi. J'espère de tout cœur que vous apprécierez. Pour comprendre l'ampleur de la révolution darwinienne, nous devons d'abord voyager dans le monde dans lequel il est né. Au début du 19e siècle, la vision dominante en Occident était celle du fixisme. On croyait que chaque espèce avait été créée telle que nous la voyons, parfaite et immuable, par un acte divin. C'était un monde ordonné, statique, avec l'être humain à son apogée. Cette idée, connue sous le nom de créationnisme, n'était pas seulement une croyance religieuse. C'était le paradigme scientifique dominant. Des naturalistes comme Carl von Linné ont dédié leur vie à classer la création de Dieu, voyant dans l'adaptation d'un oiseau à une fleur une preuve de dessein intelligent et bienveillant. Le monde était vu comme une bibliothèque divine et chaque espèce était un livre. Cependant, sous la surface de ce monde ordonné, des fissures commençaient à apparaître. Les géologues, comme Charles Lyell, découvrirent que la Terre était immensément plus ancienne qu'on ne le pensait. Ils parlaient de millions d'années de changements lents et graduels, de montagnes qui s'élevaient et de vallées qui s'érodaient. La scène du drame de la vie était beaucoup plus ancienne et dynamique. Et puis il y avait les fossiles. Les os de dragons et les coquillages dans les montagnes ne pouvaient plus être ignorés. Des créatures gigantesques qui n'existaient plus étaient déterrées, comme des mastodontes et des reptiles marins colossaux. Où ces créatures disparues s'inscrivaient-elles dans un plan parfait et immuable? L'idée d'extinction était en soi un défi radical. Même au sein de la biologie, certains penseurs comme Jean-Baptiste Lamarck proposaient déjà que les espèces pouvaient changer. Lamarck a suggéré l'hérédité des caractères acquis. L'idée que si une girafe étirait son cou pour atteindre des feuilles plus hautes, ses enfants naîtraient avec des coups légèrement plus longs. Bien qu'aujourd'hui nous sachions que son mécanisme était incorrect, Lamarck a ouvert la porte à l'idée même d'évolution. Il existait aussi l'élevage sélectif. Les fermiers et éleveurs de pigeons s'avèrent depuis des siècles qu'ils pouvaient modifier les espèces. Ils pouvaient croiser les vaches les plus laitières ou les chiens les plus rapides pour accentuer ces traits en quelques générations. La variation était évidente pour quiconque travaillait avec la nature. La question était quelle force opérait cela dans le monde sauvage. Tel était le monde intellectuellement fertile mais conflictuel dans lequel Charles Darwin est né en 1809. Un monde au bord d'une révélation qui soutenait fermement une vision statique de la vie, tandis que les preuves d'un passé dynamique et changeant s'accumulaient sous ses pieds. Il manquait la pièce maîtresse, le mécanisme qui expliquerait tout. Le jeune Charles Darwin ne semblait pas destiné à être un révolutionnaire. Né dans une famille aisée, il fut un étudiant en médecine médiocre à Édimbourg, puis un étudiant en théologie à Cambridge. Sa véritable passion n'était ni la chair ni le bloc opératoire, mais l'histoire naturelle. Collectionner les coléoptères, observer les oiseaux et la géologie étaient ses véritables vocations. Son professeur à Cambridge, John Stevens Henslow, a reconnu cette passion. C'est lui qui a recommandé Darwin pour un poste non rémunéré qui changerait sa vie et l'histoire de la science. Le poste de naturaliste et compagnon du capitaine Robert Fitzroy, à bord du navire d'exploration HMS Beagle. La mission était de cartographier la côte de l'Amérique du Sud. En 1831, à 22 ans, Darwin mit les voiles. Le voyage, qui devait durer 2 ans, s'étendit à 5.
Il est impossible d'exagérer l'impact de cette expédition. Pour Darwin, ce fut une immersion totale dans la diversité de la vie et la profondeur du temps géologique. Ce fut sa véritable université et le laboratoire où naîtrait sa théorie. Dans les jungles du Brésil, Darwin fut submergé par la lutte pour l'existence. Il vit un enchevêtrement de vie, plantes, insectes et animaux rivalisant férocement pour l'espace, la lumière et la nourriture. Ce n'était pas le jardin paisible et conçu qu'il imaginait, mais un champ de bataille dynamique et surpeuplé. Une guerre de la nature, comme il l'appela. En Argentine, il fit une découverte cruciale. Il déterra des fossiles de paresseux et d'armadillos géants, comme le mégathérium. Ce qui était fascinant, c'est que ces bêtes éteintes étaient étonnamment similaires, bien que beaucoup plus grandes, aux paresseux et armadillos qui vivaient dans cette même région. C'était une loi de succession des types. Pourquoi les espèces éteintes et les vivantes dans un même lieu se ressemblaient-elles tant? Alors qu'il était au Chili, Darwin a vécu un tremblement de terre massif. Il a vu de ses propres yeux comment la Terre s'élevait en permanence de plusieurs pieds. Il a trouvé des coquillages marins fossiles au sommet des Andes. Ce fut une révélation. Les lentes forces géologiques dont parlait Lyell étaient réelles et pouvaient créer des montagnes. La Terre n'était pas statique, elle changeait activement. Le Beagle a navigué autour du Cap Horn et traversé le Pacifique. Le voyage l'a mené à des endroits reculés, l'exposant à une variété de formes de vie et de cultures humaines. Il a observé les différences entre les peuples indigènes, ce qui a également semé des graines dans son esprit sur la variation au sein de l'espèce humaine et sa relation avec l'environnement. Et puis, en 1835, le Beagle arriva à un archipel volcanique insignifiant et reculé, à 600 miles des côtes de l'équateur, un lieu qui allait devenir synonyme de son nom et de la biologie elle-même. Les îles Galapagos. À première vue, les Galapagos étaient un enfer volcanique. Mais Darwin, naturaliste aguerri, a regardé de plus près. Il a remarqué les iguanes marins, les seuls lézards à se nourrir dans l'océan. Et il a observé les tortues géantes, notant que les habitants locaux pouvaient savoir de quelle île provenait une tortue juste par la forme de sa carapace. Mais l'indice le plus célèbre, bien que Darwin ne l'ait pas pleinement apprécié à ce moment-là, fut les pinsons. Il a collecté plusieurs de ces oiseaux d'apparence similaire mais au bec remarquablement différent. Certains avaient des becs robustes pour broyer des graines, d'autres des becs fins pour capturer des insectes et d'autres encore utilisaient des outils. Il les a classés incorrectement, pensant que c'étaient des types d'oiseaux différents. Darwin a également remarqué les moqueurs. Contrairement aux pinsons, il s'est bien rendu compte que les moqueurs étaient différents sur chaque île. Ils étaient similaires à ceux du continent, mais clairement des variétés distinctes. Pourquoi chaque île aurait-elle sa propre version? Des espèces séparées avaient-elles été créées pour chaque morceau de roche volcanique? Le doute a commencé à s'installer. Quand Darwin est rentré en Angleterre en 1836, il était un scientifique respecté grâce aux collections qu'il avait envoyées. Mais dans son esprit, il portait un casse-tête colossal. Il avait toutes les pièces, mais ne voyait pas encore l'image complète. Il s'est consacré à organiser ses découvertes et à consulter des experts. L'ornithologue John Gould lui a annoncé une nouvelle surprenante. Ces oiseaux que Darwin avait collectés aux Galapagos n'étaient pas des types d'oiseaux différents. C'étaient tous en fait des pinsons, des espèces distinctes, mais toutes descendantes d'un ancêtre commun. Il en allait de même pour les moqueurs. Ce fut un moment eureka fondamental. La conclusion était inéluctable. Les espèces n'étaient pas fixes. Un groupe de pinsons ancestraux a dû arriver du continent sud-américain aux Galapagos. Ensuite, isolés sur différentes îles, avec différentes sources de nourriture, ils s'étaient lentement transformés. Ils avaient évolué en de nouvelles espèces, chacune adaptée à son environnement particulier. Cette idée de descendance avec modification expliquait les autres indices. Elle expliquait pourquoi les fossiles d'armadillos ressemblaient aux armadillos vivants de la même zone. C'étaient leurs ancêtres. Elle expliquait pourquoi les espèces sur les îles ressemblaient à celles du continent le plus proche. Elles avaient émigré de là, puis changé. En 1837, Darwin a dessiné un croquis dans son carnet, un simple diagramme en arbre. À la base, il a écrit 1 représentant un ancêtre commun. De lui émergeaient des branches qui à leur tour se divisaient en plus de branches et de brindilles dont certaines se terminaient, extinction, et d'autres continuaient. Au-dessus, il a écrit « Je pense ». C'était la première visualisation de l'arbre de la vie. Darwin avait la preuve que l'évolution se produisait. Les fossiles, la biogéographie des îles, les similitudes anatomiques, tout y pointait. Mais il manquait le plus important, le mécanisme. Comment le changement se produisait-il? Quelle était la force naturelle qui, tel un éleveur de pigeons, sélectionnait quels traits survivaient et lesquels disparaissaient? La réponse lui est venue, curieusement, non de la biologie, mais de l'économie. En 1838, Darwin a lu Essai sur le principe de population de l'économiste Thomas Malthus. Malthus soutenait quelque chose de sombre,
que les populations humaines croissent de manière exponentielle, tandis que les ressources, nourriture, croissent arithmétiquement. Ce déséquilibre, selon Malthus, signifiait que la vie humaine était condamnée à une lutte pour l'existence, où la famine, la maladie et la guerre étaient des contrôles naturels de la population. Pour beaucoup, c'était une idée déprimante. Pour Darwin, ce fut le deuxième Eureka. Il s'est rendu compte que cette lutte ne s'appliquait pas seulement aux humains, mais à toute la nature. Darwin a fait le lien. Premièrement, tous les organismes produisent plus de descendance qu'il ne peut en survivre. Un chêne produit des milliers de glands, un poisson pond des millions d'œufs. Deuxièmement, au sein de toute espèce, il y a une variation naturelle. Certains cerfs naissent légèrement plus rapides, d'autres légèrement plus lents. Troisièmement, s'il y a plus d'individus qu'il ne peut en survivre, la lutte de Malthus, et qu'il existe une variation, alors les individus avec des variations qui leur donnent un léger avantage dans leur environnement, le cerf le plus rapide, le chêne aux racines plus profondes, auront plus de chances de survivre, de se reproduire et de transmettre cet avantage à leurs descendants. Et quatrièmement, au fil des éons, d'un temps géologique profond, cette accumulation de petits avantages, génération après génération, ferait changer une espèce. Elle s'adapterait à son environnement. Finalement, elle pourrait donner naissance à une espèce complètement nouvelle. Ce n'était pas un éleveur divin. C'était la nature elle-même qui sélectionnait. Darwin l'a appelée sélection naturelle. C'était le mécanisme. C'était la réponse. C'était simple, élégant et terrifiante d'impersonnalité. Elle ne nécessitait pas de concepteur, juste du temps, de la variation, de l'hérédité et de la lutte. Darwin avait sa théorie complète, mais il savait le séisme que cela provoquerait. C'était, comme il l'a écrit à un ami, comme avouer un meurtre. Darwin n'a pas publié immédiatement. Il a passé les 2 décennies suivantes à accumuler une montagne de preuves. Il est devenu un expert mondial en bananes, passant 8 ans à les classifier. Il a étudié l'élevage de pigeons, la distribution des plantes, l'anatomie comparée. Il voulait que son argument soit irréfutable. Il se préparait à une guerre intellectuelle. Mais alors, en 1858, 20 ans après son Eureka, Darwin a reçu une lettre qui a tout changé. Elle venait d'un jeune naturaliste nommé Alfred Russel Wallace, qui travaillait dans l'archipel malais. Au milieu d'une crise de fièvre, Wallace était arrivé indépendamment à la même idée exacte. Wallace, tout comme Darwin, avait lu Malthus. Tout comme Darwin, il avait vu la lutte pour l'existence et la variation dans la nature. Dans sa lettre, Wallace esquissait la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Darwin fut dévasté. Il craignait que le travail de toute sa vie ait été vain. Ses amis, le géologue Charles Lyell et le botaniste Joseph Hooker, ont organisé une solution de compromis. Ils ont présenté conjointement les travaux de Darwin et Wallace à la Société linnéenne de Londres. Ce fut un événement étonnamment calme. L'idée était si radicale qu'au début, peu en ont saisi la pleine implication. L'événement conjoint a poussé Darwin à publier. Il a abandonné ses plans d'un livre monstrueusement grand et s'est empressé d'écrire un abrégé. Cet abrégé est devenu l'un des livres les plus importants jamais écrits. En 1859, il a publié « De l'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle ». Le livre fut une bombe. Il fut épuisé le premier jour. À la différence d'un article académique aride, il était écrit pour le grand public. C'était un argument long, dense, mais éloquent et accessible. Darwin guidait le lecteur à travers l'élevage de pigeons, les pinsons des Galapagos, les fossiles et la lutte pour la vie. Il a construit son dossier brique par brique. La réaction fut immédiate et sismique. Certains scientifiques, comme Thomas Henry Huxley, connu comme le bulldog de Darwin, ont immédiatement embrassé la théorie, y voyant le pouvoir explicatif dont la biologie avait désespérément besoin. Ils ont vu comment elle unifiait des observations disparates en un seul récit cohérent. D'autres, y compris de nombreux anciens mentors de Darwin et des scientifiques respectés, l'ont rejeté. Ils ne pouvaient accepter un mécanisme si aveugle, aléatoire et impersonnel. Il leur semblait qu'il éliminait le dessein, le but et la moralité de l'univers. Le géologue Adam Sedgwick a écrit que la théorie était un bourbier de fausseté. Le débat le plus célèbre a eu lieu en 1860 à Oxford, entre Huxley et l'évêque Samuel Wilberforce. Selon la légende, Wilberforce a demandé avec dérision à Huxley s'il descendait du singe du côté de son grand-père ou de sa grand-mère. Huxley a répliqué qu'il préférait descendre d'un singe que d'un homme qui utilisait ses dons pour obscurcir la vérité. Notamment dans « De l'origine des espèces », Darwin a à peine mentionné l'évolution humaine. Il savait que c'était le point le plus conflictuel. Il s'est limité à une seule et célèbre phrase prophétique à la fin : « La lumière sera faite sur l'origine de l'homme et son histoire ». Mais tous savaient ce que cela impliquait. C'était le véritable centre de la tempête. Revenons sur l'idée centrale, la sélection naturelle. Elle est souvent mal interprétée comme la survie du plus fort, dans un sens de force brute. Mais fort, fittest en anglais, pour Darwin signifiait celui qui est le mieux adapté ou celui qui convient le mieux.
l'organisme qui est le mieux adapté à sa niche écologique spécifique. Ce n'est pas un processus conscient. La nature ne veut rien. C'est un processus d'élimination. L'environnement, que ce soit par le climat, les prédateurs ou la concurrence, filtre simplement les variations qui ne fonctionnent pas. Celles qui fonctionnent par pur hasard se reproduisent davantage. C'est un sculpteur aveugle qui taille une statue en éliminant la pierre. Un autre pilier est la variation aléatoire. C'est un autre point de confusion. La variation, les petites différences entre parents et enfants, apparaît au hasard. Darwin ne savait pas comment. La génétique et les mutations de l'ADN lui étaient inconnues, mais il observait que cela se produisait. La sélection, cependant, n'est pas aléatoire. C'est l'opposé. Elle sélectionne rigoureusement les variations utiles. L'ingrédient final est le temps profond. La sélection naturelle est un processus incroyablement lent. Les petits changements sont invisibles en une seule génération. Mais étant donné les millions et millions d'années que les géologues avaient découvertes, Darwin a compris que ces minuscules changements pouvaient s'accumuler pour créer l'immense diversité que nous voyons. Le temps était le moteur. Prenons un exemple classique. La phalène du bouleau d'Angleterre, avant la révolution industrielle, la plupart étaient de couleur claire, se camouflant parfaitement contre les lichens des arbres. Il existait une rare mutation sombre. Quand les usines ont couvert les arbres de suie, les oiseaux ont facilement mangé les phalènes claires. Les sombres, maintenant camouflées, ont survécu et se sont reproduites. En quelques décennies, la population de phalènes dans les villes industrielles est devenue presque entièrement sombre. Ce n'est pas parce que les phalènes essayaient de devenir sombres. C'est parce que la variation sombre, qui avait toujours existé, est soudainement devenue un avantage de survie massif. C'est la sélection naturelle en action observée par l'homme. Ce même principe explique la résistance aux antibiotiques. Quand nous utilisons un antibiotique, nous tuons la plupart des bactéries. Mais si quelques-unes, par une mutation aléatoire, sont résistantes, elles survivront. Sans concurrence, elles se reproduiront rapidement et bientôt toute l'infection sera composée de superbactéries résistantes. C'est l'évolution à grande vitesse. Et bien sûr, cela explique les becs des pinsons des Galapagos. Sur une île avec des graines dures, les pinsons avec des becs légèrement plus forts ont mieux survécu aux sécheresses. Sur une île avec des insectes dans les fissures, les becs fins ont été l'avantage. Deux populations, séparées et filtrées par différentes pressions, sont devenues deux espèces. La deuxième grande idée, inséparable de la sélection naturelle, est l'ancêtre commun, l'implication la plus profonde de l'arbre de la vie de Darwin. Cela signifie que toute la vie sur Terre est liée. Toi, moi, un chimpanzé, un chêne, une bactérie. Nous partageons tous un ancêtre commun universel si vous remontez suffisamment loin dans le temps. Cette idée est celle qui unifie toute la biologie. Elle explique pourquoi le bras d'un humain, l'aile d'une chauve-souris, la nageoire d'une baleine et la patte d'un cheval ont la même structure osseuse de base. Ils sont homologues. Ils ne sont pas conçus séparément, ce sont des modifications d'une même structure ancestrale. C'est la descendance avec modification rendue visible. Darwin a finalement abordé le problème humain en 1871 dans son livre « La filiation de l'homme ». Ici, il a appliqué sa théorie directement à notre espèce. Il a soutenu que nous, comme toute autre espèce, avions évolué d'un ancêtre antérieur. Il a souligné nos similitudes anatomiques avec les grands singes, concluant que notre ancêtre commun le plus proche était en Afrique. Ce fut pour beaucoup la partie la plus difficile à accepter. Non seulement que la vie évoluait, mais que l'humanité n'était pas une création spéciale et séparée. Nous faisions partie de l'arbre de la vie, un singe glorifié, comme l'ont dit ses critiques. Cela défiait des millénaires de pensées philosophiques et religieuses qui situaient l'homme sur un piédestal séparé de la nature. Darwin est allé plus loin. Dans l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, il a soutenu que nos émotions les plus profondes, peur, colère, amour, surprise, avaient aussi des racines évolutives. Les expressions faciales, comme montrer les dents de colère, étaient des vestiges d'action utiles chez nos ancêtres animaux, comme se préparer à mordre. La révolution de Darwin, donc, n'était pas seulement biologique, elle était cosmologique. Copernic a déplacé la Terre du centre de l'univers. Darwin a déplacé l'être humain du centre de la création. Il nous a transformés d'anges déchus en singes redressés. Ce fut le coup final à l'anthropocentrisme, l'idée que l'univers tourne autour de nous. Au sein de la biologie, l'impact fut total. La théorie de l'évolution par sélection naturelle est devenue le grand principe unificateur. Avant Darwin, la biologie était un ensemble de faits disparates, comme un catalogue. Après Darwin, elle avait une narrative centrale. Le biologiste Theodosius Dobzhansky dirait plus tard « Rien en biologie n'a de sens, si ce n'est à la lumière de l'évolution ». La paléontologie s'est transformée. De simple quête de curiosité, elle est devenue la recherche de chaînons manquants, ou plus précisément, de formes de transition.
La découverte de l'Archéoptérix, une créature avec des plumes d'oiseau et un squelette de reptile, fut une confirmation spectaculaire de la prédiction de Darwin selon laquelle de telles formes intermédiaires devaient exister. L'anatomie comparée et l'embryologie ont pris un nouveau sens. Pourquoi les embryons humains ont-ils des structures similaires aux branchies des poissons à leur premier stade? Ce n'était pas un dessin capricieux, mais un vestige de notre passé évolutif aquatique. Notre développement embryonnaire, en un sens, récapitule notre histoire ancestrale. Cependant, la théorie de Darwin avait un grand trou, et il le savait. Il ne pouvait pas expliquer comment l'hérédité était transmise. Comment les parents transmettaient-ils les traits à leurs enfants? Et comment la variation était-elle créée en premier lieu? L'idée dominante de l'hérédité mélangée, comme mélanger de la peinture, contredisait en réalité sa théorie, car elle diluerait tout nouvel avantage. Ironiquement, la réponse était en train d'être découverte à la même époque par un moine augustin en Moravie, Gregor Mendel. Ces expériences avec des pois ont révélé l'hérédité particulière, les gènes, qui ne se mélangent pas, mais se transmettent comme des unités discrètes. Mais son travail est resté dans l'ombre jusqu'au début du XXe siècle. Quand le travail de Mendel fut redécouvert, il ne fut pas immédiatement vu comme le salut de Darwin, mais comme une théorie rivale. Il a fallu des décennies, jusqu'aux années 30 et 40, pour que la synthèse moderne se produise. Des scientifiques comme Fisher, Haldane et Wright ont fusionné la génétique mendélienne avec la sélection naturelle de Darwin. Ils ont créé la base de la biologie évolutive moderne. Cette synthèse a défini l'évolution comme un changement dans les fréquences des allèles, variantes de gènes, dans une population au fil du temps. La variation que Darwin a observée était causée par des mutations aléatoires dans l'ADN. La sélection naturelle était le filtre qui décidait quelles mutations devenaient plus courantes. Le trou de Darwin était comblé. Mais l'héritage de Darwin s'est étendu bien au-delà de la biologie, souvent sous des formes qu'il n'avait jamais prévues et qu'il aurait probablement désapprouvées. L'idée de lutte pour l'existence fut détournée par des philosophes et des économistes pour créer une idéologie dangereuse, le darwinisme social. Des penseurs comme Herbert Spencer ont inventé l'expression « survie du plus apte » et l'ont appliquée aux sociétés humaines. Ils ont soutenu que la compétition économique impitoyable, le colonialisme et l'inégalité sociale étaient simplement la nature sélectionnant les individus, races et nations supérieures. C'était une justification scientifique pour la cruauté et le laisser-faire économique. Cette distorsion de la pensée de Darwin a eu des conséquences catastrophiques. Elle est devenue la base idéologique de l'eugénisme, le mouvement qui cherchait à améliorer la race humaine par l'élevage sélectif, souvent forcé, et la stérilisation de ceux considérés inaptes. Ceci, à son tour, a directement influencé les idéologies raciales génocidaires du XXe siècle. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas du darwinisme. C'est un sophisme naturaliste. C'est prendre une description de comment fonctionne la nature, un processus aveugle et amoral, et la transformer en une prescription de comment la société humaine doit s'organiser, un guide moral. Darwin a décrit un S, pas un doigt. Sur le front religieux, le conflit fut et reste profond. En proposant un mécanisme naturel pour la création de la diversité et la complexité de la vie, Darwin a éliminé la nécessité d'un concepteur divin qui interviendrait à chaque étape. Pour les littéralistes bibliques, c'était une hérésie directe. Le célèbre procès du singe de Scopes en 1925 au Tennessee, où un professeur fut jugé pour avoir enseigné l'évolution, a symbolisé ce choc culturel aux États-Unis. Un conflit entre la science moderne et le fondamentalisme religieux qui, dans de nombreuses parties du monde, continue jusqu'à nos jours. Cependant, de nombreuses traditions religieuses ont trouvé des moyens de concilier la foi avec l'évolution. Le pape Jean-Paul II, par exemple, a affirmé que l'évolution était plus qu'une hypothèse et que le corps humain aurait pu évoluer, tandis que l'âme spirituelle est de création divine. Pour beaucoup, la science explique le comment et la foi explique le pourquoi. En philosophie, l'évolution a changé les questions. Elle a défié l'idée d'une nature humaine fixe et éternelle. Si nous évoluons, notre moralité a-t-elle aussi évolué? Le champ de la psychologie évolutive a émergé, qui cherche à comprendre nos comportements modernes, comme la peur des serpents ou la coopération sociale, comme des adaptations qui ont aidé nos ancêtres à survivre. La pensée darwinienne a également influencé l'économie et la technologie. L'idée d'algorithme évolutif en informatique utilise les principes de variation et de sélection pour faire évoluer des solutions à des problèmes complexes, comme la conception d'une aile d'avion ou une stratégie d'investissement qu'aucun humain ne pourrait concevoir de zéro. Aujourd'hui, plus de 160 ans plus tard, la théorie de Darwin est la pierre angulaire de toute la science biologique. Ce n'est pas juste une théorie au sens courant, c'est une théorie scientifique, ce qui signifie que c'est une explication massivement étayée par des preuves, éprouvée des millions de fois et qui unifie un vaste champ d'études.
La découverte de la structure de l'ADN en 1953 par Watson, Crick, Franklin et Wilkins fut la confirmation définitive. L'ADN est le mécanisme d'hérédité que Darwin ignorait. Le code génétique est universel. Le fait qu'une bactérie puisse lire un gène humain est la preuve irréfutable de l'ancêtre commun. Nous sommes tous écrits dans le même langage. La génomique moderne nous permet de retracer l'évolution avec une précision impensable. Nous pouvons comparer des génomes entiers et voir que nous partageons 98% de notre ADN avec les chimpanzés. Nous pouvons retracer la migration humaine hors d'Afrique en lisant les signatures génétiques dans les populations modernes. De nouveaux domaines comme les EvoDevo, biologie évolutive du développement, étudient comment de petits changements dans les gènes maîtres qui contrôlent le développement embryonnaire peuvent entraîner de grands changements dans la forme du corps. Comment le même gène peut activer le développement d'un œil chez une mouche ou une souris? C'est la boîte à outils de l'évolution. La médecine moderne est incompréhensible sans l'évolution. Non seulement pour comprendre la résistance aux antibiotiques, mais pour comprendre les maladies virales. Les virus comme la grippe ou le VIH évoluent assez vite que nous devons constamment créer de nouveaux vaccins. Nous sommes dans une course aux armements évolutifs. La théorie de Darwin est également cruciale pour la conservation. En comprenant comment les espèces s'adaptent à leurs environnements, nous pouvons mieux prédire comment elles réagiront au changement climatique. Nous comprenons que la biodiversité n'est pas seulement belle, c'est le référentiel de millions d'années de solutions évolutives. La perdre, c'est effacer la bibliothèque de la vie. Bien sûr, la science a avancé. Aujourd'hui, nous savons que l'évolution n'est pas toujours lente et graduelle. Des événements comme les équilibres ponctués, longues périodes de stabilité suivies de changements rapides, et le transfert horizontal de gènes, surtout chez les bactéries, ajoutent de la complexité au modèle original de Darwin. Mais ils ne le remplacent pas, ils le raffinent. Darwin lui-même était un homme complexe, un produit de son temps, avec des visions sur la race et le genre qui nous paraissent aujourd'hui désuètes, mais qui pour son époque étaient relativement progressistes. Il fut un père dévoué, un scientifique méticuleux et un homme tourmenté par sa propre théorie et la maladie chronique. Il est mort en 1882 et, en témoignage de sa stature, il fut enterré à l'abbaye de Westminster aux côtés d'Isaac Newton. L'establishment qu'il avait tant craint de contredire l'a finalement reconnu comme l'un des plus grands scientifiques de la nation, si ce n'est le plus grand. L'héritage de Charles Darwin est donc double. D'une part, Darwin nous a donné la théorie scientifique qui unifie toute la vie. Il nous a fourni un cadre pour comprendre d'où nous venons et comment l'étonnante diversité de la Terre est apparue. C'est la base de la biologie, de la médecine et de l'écologie moderne. D'autre part, son héritage est philosophique. Il nous a forcés à accepter que nous ne sommes pas séparés de la nature, mais que nous en sommes une partie intrinsèque. Nous sommes le produit d'un processus naturel, aveugle et merveilleux, qui est en cours depuis près de 4 milliards d'années. Nous sommes l'univers prenant conscience de lui-même. Sa théorie est, selon ses propres mots, une vision avec grandeur. Vers la fin de l'origine des espèces, il a écrit « Il y a de la grandeur dans cette vision de la vie, que tandis que cette planète a continué à tourner selon la loi fixe de la gravitation, d'un commencement si simple, des formes infinies, les plus belles et les plus merveilleuses, ont évolué et évoluent encore. » L'héritage de Darwin n'est pas une idée qui nous dégrade, mais une qui nous connecte. Il nous enseigne que nous sommes apparentés à l'étoile de mer et aux chênes. Il nous donne une histoire d'origine basée sur les preuves, un récit de changement, de lutte, d'adaptation et d'interconnexion profonde. Et c'est là, peut-être, l'idée la plus puissante et la plus humble de toutes. Merci de m'avoir accompagné dans cette analyse approfondie. Explorer ces idées qui ont façonné notre monde moderne est un privilège, et le partager avec vous l'est encore plus. J'espère que ce voyage à travers la pensée de Darwin vous aura semblé aussi fascinant qu'à moi. Si vous appréciez ces essais visuels qui cherchent à comprendre le monde, merci de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Et j'adorerais vous lire. Quelle idée de Darwin ou quelle distorsion de son héritage vous a le plus marqué? Laissez-le en commentaire.